Sud Radio Auto, essai croisé. On va vous rappeler des souvenirs, chers amis qui nous écoutaient sur Sud Radio, qui aimaient la route, qui l'avaient prise en passager ou alors en chauffeur. On va vous proposer de jouer aux 1000 bornes avec le livre de notre invité qui nous fait le plaisir de venir dans nos studios. Bonjour Mathieu Flonneau. Bonjour. Vous êtes historien, vous publiez aux éditions Loubatière le livre En tous sens au pluriel d'ailleurs. C'est l'histoire des panneaux de signalisation, des panneaux de la route tout simplement, ceux qu'on connaît, ceux qu'on a oubliés, ceux qu'on connaissait moins d'ailleurs. Vous revenez sur toute l'histoire de cette signalisation. Tiens, d'abord, les premiers panneaux routiers de l'histoire. Prenons la France, ça remonte au Moyen-Âge en quelque sorte? Oui, alors le livre n'est pas que sur les panneaux. Le livre est vraiment sur tous les équipements de la route et de la rue. Et les panneaux sont le plus signifiant, naturellement. C'est ceux qu'on retient. Ils donnent le sens, ils donnent la sémiologie de nos bords de route. Mais les bords de route, c'est beaucoup plus que des panneaux qui, effectivement, sont presque antiques. Mais la révolution industrielle et surtout la révolution de l'automobilisme, à la fin du 19e siècle, va en généraliser l'utilité, la nécessité absolue pour précisément préserver la sécurité routière, qui devient une problématique assez précoce, finalement. Et qui... Ça arrive quand, cette problématique de la sécurité routière? Elle existe déjà avec les polices du roulage, donc pour les hippomobiles. Dès le 19e siècle, il y a des lois qui datent de 1851, mais vraiment, avec l'accélération automobile, avec la motorisation, on peut dire que l'enjeu, il est traduit par le permis de conduire, le certificat de capacité. Et ce certificat de capacité, qui est très important, que l'on connaît tous encore aujourd'hui, exige une formation pour sécuriser les routes. Et ceci, c'est la fin du 19e siècle. Donc 1893, 1899, et les premiers panneaux, j'y viens, véritablement, ils sont universalisés à partir de 1907-1908. Il y a un congrès international de la route qui se tient à Paris. Il y en a 4. Et pour revenir sur cette inflation que l'on connaît aujourd'hui, on est à près de 400 panneaux. Donc on est passé de 4 à 400. Est-ce que vous êtes capable, vous-même, qui avez publié un ouvrage, notamment sur la signalisation routière, pas que sur les panneaux, sur toute la signalisation, est-ce que vous les connaissez tous? Bien sûr que non. Un panneau que vous avez découvert en écrivant ce livre? J'ai découvert, par exemple, les panneaux de chaussée à voie centrale banalisés, qui se sont généralisés, mais l'enjeu, il est vraiment fondamental, parce que c'est comment on partage démocratiquement la route, comment on assure la sécurité de tous les usagers. Et c'était effectivement une découverte en écrivant ce livre sur tous les équipements de la route, parce que il y a les dispositifs de retenue, il y a également, par exemple, les écrans acoustiques, tout ce qui peut être une nuisance de la route. Eh bien, il y a des professionnels, il y a une industrie qui est derrière. Et il y a, moi, ce que j'appelle l'empathie routière, c'est-à-dire que la route, elle est intelligente. Aujourd'hui, on en parle beaucoup de cette route connectée, mais elle l'était depuis bien longtemps. Oui. Et évidemment, il y a un investissement humain dans la route, dans l'industrie qui protège la route, qui protège les usagers, qui est séculaire. Et qui vous aide à ne pas être perdu aussi. C'était le sens d'ailleurs des signalisations à l'origine. Juste pour revenir, chaussée à voie centrale banalisée, c'est quoi? On a l'impression, alors vous n'avez pas la voix de la jeune femme qui nous faisait poser des questions pour l'exercice du code de la route, mais qu'est-ce qu'une chaussée à voie centrale banalisée? Alors c'est quelque chose qui matérialise sur les rives de la chaussée des pistes cyclables pour sécuriser précisément les cyclistes, les usagers cyclistes. Les usagers fragiles. Et incite les automobilistes à ralentir, parce que lorsqu'ils croiseront une autre automobile, ils devront se déporter et adopter le rythme du cycliste. Donc c'est quelque chose qui permet de partager la route avec du marquage au sol. Et ce point-là est très important, parce que vous parlez des panneaux, évidemment on les a en tête, et puis c'est sur la couverture, c'est frappant, mais le marquage au sol est absolument décisif. Absolument vital. Il matérialise. Et là encore, la signification en est extrêmement riche, parce que il y a aussi des circulations internationales, et on le voit apparaître dans la société la plus démocratique qui soit, la société américaine, au début du XXe siècle. Et ça avance extrêmement vite. Vous parlez aussi de ce qui a disparu, qu'on aurait pu oublier, les réclames routières. Qu'est-ce qu'une réclame routière? Oui, alors ça, c'est le fait qu'il y avait beaucoup de mécènes, par exemple Michelin, par exemple Citroën, qui s'étaient en quelque sorte investis avec des visées qui étaient publicitaires, mais pas que, parce qu'il y avait un service public qui le rendait en même temps. Et l'État, dans une perspective très régalienne, a mis de l'ordre là-dessus et a vraiment uniformisé le tout. Alors, c'est pas forcément très visible tout le temps, c'est-à-dire qu'il y a d'autres opérateurs qui interviennent, mais enfin, pour les panneaux de sécurité majeurs, c'est l'État. Et on est là dans quelque chose qui est extrêmement réglementé, certifié, qui est normé, encadré. que j'ai découvert moi-même, bien sûr, et qui doit être légal.
Est-ce qu'on a une idée de la proportion des usagers de la route qui connaissent absolument tout ce qu'ils voient, sans même s'en rendre compte, toutes les signalisations? Bah écoutez, on peut être très optimiste. Enfin, a priori, quand même, le système fonctionne. Oui. Naturellement, je vois la discussion qui pourrait naître, c'est-à-dire, sommes-nous nous-mêmes en mesure de repasser aujourd'hui un code de façon optimale? C'est effectivement une question. Toujours est-il qu'il faut avoir un déterminisme moyen qui permet à chacun de s'y retrouver. Et donc la sécurité routière, c'est ça. Parce que l'enjeu, c'est ça. C'est de faire une route qui donne confiance, qui apaise et qui permet à tous d'évoluer. Et il y a un consensus aussi dans la société. Prenons l'exemple, par exemple, du passage piéton. Concrètement, le piéton pourrait traverser où il veut, mais il fait l'effort d'aller un petit peu plus loin sur le trottoir pour traverser sur le passage piéton, là où l'automobiliste va s'arrêter. En gros, c'est la coopération, la signalisation de la route. Oui, tout à fait. Et les traversées piétonnes sont effectivement centrales, là aussi dans les équilibres généraux, parce que ce sont les plus fragiles, les enfants et d'autres, évidemment. Mais ça a été toute une pédagogie, toute une éducation. Ça a été aussi tout un investissement matériel, parce que qui dit passage piéton, si la chaussée est un peu complexe, il y a des refuges. Donc il y a des constructeurs de cela, et c'est extrêmement normé. Il faut que les bordures soient accessibles, que aujourd'hui dans les réalisations les plus poussées, il y ait une petite déclivité pour les personnes à mobilité réduite. Bref, c'est quelque chose d'extrêmement intelligent, et on ne voit plus, c'est un des espoirs du livre évidemment, c'est ce que l'on dit en conclusion, on ne voit plus la route de la même façon. C'est-à-dire qu'après, on est vraiment obnubilé par le sens qui est omniprésent, les sens qui sont omniprésents. Parce que de surcroît, ça peut être sonore, ça peut être tactile. Je pense là, pour les aveugles par exemple, aux rebords de chaussée. Absolument. Qui sont ceux du métro, et les producteurs sont souvent les mêmes, mais pour matérialiser la distance de sécurité par rapport au quai, vous avez la même chose sur certains passages cloutés. Et vous avez aussi parfois cette sonnerie qui se rapproche à côté du petit bonhomme vert que ne peut pas voir l'aveugle quand c'est juste à côté des établissements qui sont spécialisés pour eux. Dernière question sur l'avenir, la route intelligente, est-ce que ça fera disparaître la signalisation? Bien sûr que non, la route intelligente, c'est une question de redondance, beaucoup. Et donc évidemment, on aura besoin toujours de panneaux. La connexion, la connectivité, ce qui est un enjeu industriel aussi considérable, doit être encore sécurisé, parce qu'on en mesure évidemment tous les enjeux juridiques si d'aventure il y avait dysfonctionnement. Qui est responsable? La responsabilité, c'est fondamental. Et ce livre finalement fonde la responsabilité de chacun dans son domaine de compétences. Et moi-même, en l'écrivant, j'ai découvert une industrie et des gens dont les savoir-faire étaient considérables. Et c'est tout un univers. Merci Mathieu Flonneau. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes historien et que vous publiez, pour tous ceux qui voudraient découvrir aussi l'histoire du bornage, on a parlé de panneaux, mais il n'y a pas que les panneaux, les premières bornes qui datent du XIIIe siècle sur le territoire français, vous le rappelez, c'est publié aux éditions Loubatière, en tous sens, tout au pluriel. Et c'est un jeu de mots d'ailleurs. Merci à vous.